Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de Koh Lanta, la tribu maudite. C'est, je pense, l'une des dernières vidéos dans lesquelles je vais une nouvelle fois vous remercier pour le cap des 20 000 abonnés qu'on a franchi la semaine dernière. J'étais pas sûr qu'on le franchirait en 2024, donc je suis très content qu'on l'ait fait. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui, en voyant cette vidéo, auront envie de s'abonner, de soutenir la chaîne, de mettre peut-être des commentaires selon ce que je vais dire dans cette vidéo, de la liker, etc. Merci pour tout votre soutien. J'aurais jamais cru avoir une chaîne à 20 000 abonnés. Et évidemment, c'est que le début de l'aventure. Moi, j'ai envie de proposer encore plein de vidéos, j'ai encore plein de choses à faire. Donc, si évidemment le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur soutien pour permettre à la chaîne de se développer encore plus et qu'elle grandisse et peut-être un jour atteindre des sommets, on n'en sait rien. Route vers les 25 000 abonnés déjà, ça serait déjà très impressionnant. Aujourd'hui donc on va se retrouver pour la review de l'épisode 7 qui était la réunification. Épisode quand même assez important, alors spoiler tout de suite. La réunification version nouvelle version, hein, donc avec seulement l'épreuve de confort suivie des ambassadeurs avec l'élimination de la personne qui s'en va. On n'a pas un teasing ou je ne sais quoi. Et on se retrouvera donc très probablement avec un épisode prochain qui sera catastrophique. Préparez-vous, on le sait, c'est comme ça. Ils vont avoir du mal à le remplir puisque on va se retrouver avec beaucoup de vide, avec une seule épreuve plus le conseil. Et ça risque malheureusement de donner un épisode qui sera assez mauvais. C'est comme ça depuis plusieurs années. L'épisode en lui-même de la réunification est pas mal, c'est celui de suivant qui est vraiment pénalisé par ce choix. On verra si ça se confirme la semaine prochaine. Dans cette vidéo, donc je vais vous donner mon avis sur la réunification. Je vais vous donner aussi ce que je pense comme avis de ce que je pensais au moment où les choix ont été proposés. Parce que peut-être que je ne suis pas forcément toujours extrêmement clairvoyant, parce que je tweete beaucoup, et parfois je peux me tromper, parfois je peux ne pas me tromper, et parfois je peux avoir raison de façon rétroactive. Donc on en reparle, mais je pense que c'est un épisode dans lequel, globalement, il y a eu vraiment 3 temps forts. Hein. Le confort, l'épreuve de confort, le choix des ambassadeurs et les ambassadeurs en eux-mêmes. Donc on va essayer d'être assez efficient, assez efficace pour pouvoir vous parler de tout. Alors on va commencer avec le démarrage de l'épisode avec une petite frayeur. Frédéric qui va à l'infirmerie, hein, comme ça dans le plus grand des calmes, sans raison, voilà, quoi. Bon au final il revient, aucun problème, voilà, juste petit souci, il se sentit un peu pas bien, mais il reprend sa place dans le jeu. Voilà, s'il vous plaît, quand même. Ensuite, on part directement sur l'épreuve. Alors, ils ont appelé ça le jeu du morpion géant. Alors, personnellement, et quelqu'un me l'a mis sur mon Insta, il m'a envoyé ça, c'est vrai que ça fait plutôt penser à un puissance 4 qu'à un morpion, de mon côté. Parce que le morpion, pour moi, c'est à 3 branches. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé que c'est... Pour moi, l'appellation morpion me semblait pas appropriée à la logique. C'est plutôt un puissance 4. Alors, puissance 4... Ici plutôt un puissance 5, puisqu'il fallait faire une ligne de 5 sacs, dans lequel il fallait faire une ligne, alors elle pouvait être dans le sens horizontal, dans le sens vertical, évidemment de travers aussi, et donc vous pouviez avoir un peu dans tous les sens, peu importe. La zone de jeu, il y avait 2 zones de jeu, et donc il fallait faire 2 lignes de 5 dans les 2 zones de jeu. Donc à chaque fois qu'un candidat traversait, il récupérait un sac dans la première zone et un sac dans la deuxième zone. C'était en relais avec 2 passages et je suppose qu'il y aurait eu une belle à la fin avec les meilleures équipes de chaque côté. Avec ce qui était pas mal d'ailleurs, c'est que c'était hyper cool à regarder comme jeu, etc. Mais j'y reviens. Pour info, on pouvait gagner des poulets rôtis à gagner, ça franchement ça donne envie. Je pense que quand t'as pas bouffé depuis 18 jours là, à mon avis, les poulets là ah là là, ils doivent être absolument formidables. Et alors, bon je vais pas redire ce que j'ai dit d'habitude, mais là il y a quand même encore 5 boules noires. Cécile, Emmanuel, Maude, alors Cassandre y échappe, bravo, Jacques et Fabrice. Vous imaginez, il y a 5 joueurs qui ne jouent pas. Sur l'ensemble des candidats qu'on a à ce stade du jeu, il y en a 5 qui jouent pas. Bref, je vais pas m'exprimer là-dessus, je me suis déjà exprimé les autres fois. Alors, je vais dire ce que je vais penser de cette épreuve avant de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé. C'était absolument génialissime. Parfois, on a eu des créations qui ont donné des épreuves, malheureusement, qui n'ont pas marché. Je me souviens de l'épreuve de la semaine dernière, hein, où vous devez poursuivre quelqu'un, etc. et où l'épreuve a duré à peine 2 minutes, montre en main à l'écran, sans aucune possibilité qu'on trouve vraiment ça intéressant et qu'il y ait de l'épique, etc. Là, en fait, tout était bien. Tout.
Il y avait à la fois la mise en scène, c'est-à-dire les plans aériens étaient super bien faits et excellemment bien pédagogiques. On voyait bien ce qui se passait, on voyait bien où ils en étaient, on voyait bien qui bloquait qui faisait des erreurs, etc. Parfait. En plus, le jeu en lui-même, il y a à la fois la rapidité des joueurs qui compte, la tactique, la stratégie, avoir une bonne vision d'ensemble, etc., etc. J'ai trouvé, personnellement, j'ai trouvé que c'était un jeu extrêmement complet pour les candidats. J'ai trouvé qu'on ne s'est pas ennuyé, je pense que ça a dû durer 10 minutes à l'écran, peut-être un quart d'heure, je n'en sais rien. Mais franchement, j'ai passé un moment formidable, exceptionnel. Pour moi, l'une des meilleures créations d'épreuves de ces dernières années. Je vais jusqu'à là. Vraiment, j'espère qu'on la retrouvera tous les ans, cette épreuve. Moi, je veux qu'elle s'installe dans la durée. Parce que pour une fois qu'ils ont une nouveauté dont je trouve qu'on peut cocher toutes les cases, c'est divertissant, c'est stratégique, c'est physique, c'est il y a de la logique, il y a de trucs, enfin, vraiment il y a de tout, ça coche toutes les cases, il y a le côté relais, il y a le côté équipe, il y a le côté aussi tu peux conseiller les gens parce que toi tu vois ça de loin alors que quand tu es dans la surface de jeu c'est peut-être moins facile de voir. Bref, c'était génial. Dans le deuxième passage, au final, ils vont disposer tous les sacs. Je me suis dit, tiens, je vois vite. À un moment, je vois qu'il ne restera plus que 2 sacs et je me dis, ça va pas passer. Et là, tu peux déplacer un sac. Pareil, en plus, ça demande aussi une autre mécanique, une autre stratégie, etc. J'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu fais une stratégie, par exemple, aussi de blocage? Est-ce que tu fais une stratégie plutôt de construction de ta ligne, etc. C'était formidable, c'était génial. S'il y en a qui n'ont pas aimé, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. Parce que pour moi, ça a été un excellent point fort de cet épisode. Sans aucun doute. Ce qu'on a constaté, donc en tout cas dans l'épreuve, c'est que Cassandre a une très mauvaise vision globale du jeu, ne comprend pas tellement les règles, ne comprend pas tellement les enjeux, et elle est très vite perdue, elle va se faire mais crier dessus comme pas permis tellement, elle fait les mauvais choix, mais à chaque fois en plus elle fait les mauvais choix, elle vient mettre un sac pas du tout au bon endroit, des fois des endroits où ça ne sert à rien, bref, elle fait beaucoup d'erreurs, et elle a de la chance entre guillemets, vu que c'est la réunification et qu'il n'y a pas forcément peut-être de conseils à la fin de cet épisode. Parce que là, on aurait très bien pu avoir des gens qui viennent chercher Cassandre en lui disant « Écoute, si on le joue au mérite, Cassandre, t'es la moins méritante de nous parce que franchement, t'es pas à la hauteur de l'événement. » Et on arrête en fait, on arrête. Bon, c'est pas ce qui va se produire, voilà, heureusement pour elle. Mais parce que là, franchement, c'était vraiment pas bon. Et celui qui s'est pas mal illustré, je trouve que c'est de l'autre côté, pardon. Par contre, en performance, c'est Ilyes qui a été très bon. Très rapide, il va vite Ilyes, hein. Qu'est-ce qu'il va vite? Il court hyper vite, et je trouve qu'il a une bonne maîtrise du jeu, une bonne compréhension. Il a pété des câbles aussi parce qu'il en avait marre qu'on fasse pas forcément ce qu'il avait en vue. Et je trouve que là on l'avait déjà vu aussi, qu'il a une bonne vision globale de ce genre de jeu, etc. Je sais pas si ça va lui être bénéfique pour la partie en individuel, mais en tout cas sur ce type de jeu, il a l'air très bon. Il a l'air très bon. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, que c'est celui qui est sorti de l'île des bannis grâce à son duel et qui a réussi à s'imposer. C'est que vraiment, il a beaucoup de qualité. Ilyes, on le constate de jour en jour. C'est pas mon candidat préféré, mais je reconnais qu'il a beaucoup de qualité. Pour info, au premier passage, c'est l'équipe des jaunes qui va remporter la victoire. Et lors du deuxième passage, c'est l'équipe des jaunes qui va remporter la victoire. Il n'y aura donc pas de troisième passage, et donc de belle, puisque les rouges n'ont gagné aucun passage. Les jaunes qui étaient vraiment sur une démontada, qui arrêtaient pas de perdre. Donc vraiment, ils sont galvanisés par la victoire. Frédéric est très content qu'ils aient gagné. Vraiment très heureux. Moi, j'étais très content pour eux, évidemment. Et ben voilà, ils vont gagner le poulet. En plus, ils vont pouvoir manger, ça c'est cool. Et à ce moment-là, Denis leur annonce, bon bah le jeu va changer, la réunification c'est demain. Voilà. À ce moment-là, donc il leur précise les règles pour les ambassadeurs. Vous choisirez l'ambassadeur dans l'équipe d'en face. Moi, je préfère cette variante-là que l'équipe qui choisit à l'intérieur de son équipe. Je trouve que c'est plus intéressant. Et on va se retrouver ensuite donc à la fois pour la dégustation du poulet et les discussions pour choisir l'ambassadeur qui va amener beaucoup de débats. Il y avait beaucoup de pistes à explorer. Juste avant la réunification et le choix des ambassadeurs, entre guillemets, et qu'on décide qui on va envoyer, on a la dégustation du poulet et on va voir Fabrice qui va nous révéler. Alors moi ça m'a pas choqué outre mesure parce que ma maman était végétarienne pendant tellement longtemps, je l'ai connu toujours comme ça, mais qu'il n'a pas mangé de poulet depuis 15 ans. Alors, juste, je sais pas à quel point ça a fait réagir ou pas cette information, j'ai rien vu sur Twitter de particulier, mais je voulais quand même y revenir pour que ça soit intéressant. Juste comme ça de lancer des pistes, je ne dis pas, il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire, hein, vraiment c'est assez global. Moi j'ai réussi à comprendre, parce que pour moi, ça remet pas en cause des convictions d'une personne. C'est-à-dire qu'il a ses convictions très probablement dans son cadre privé, dans lequel il décide de plus manger de viande ou autre, etc. Mais il est dans une situation dans laquelle il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix.
Il se retrouve dans une situation dans laquelle on lui dit c'est ça ou rien. C'est ça ou tu meurs de faim. Donc la question c'est, est-ce qu'on est prêt à accepter la mort ou est-ce qu'on veut manger? Je sais, la production, vous ne serez pas crevé, etc. Mais entre guillemets, si vous vous évanouissez, on vous renverrait chez vous. Donc voilà. Donc je pense que quand tu t'inscris dans ce jeu aussi, il y a un peu cette idée de tu es prêt aussi à faire des efforts, à aller manger des vers de terre, des scarabées, le ver de cocotier, si vous voyez ce que je veux dire. Si on est dans Pékin Express, c'est des testicules. Voilà, donc vous pouvez être amené en fait à manger un peu tout et n'importe quoi. Donc je pense que ceux qui s'inscrivent sont quand même conscients qu'ils doivent faire ça. Mais je me suis dit, on pourrait même ouvrir le débat. Alors ça n'a jamais été trop exploré ce sujet. Je me souviens d'une vieille saison de Koh Lanta dans laquelle ils avaient gagné du saucisson par exemple. Je m'en souviens. Mais à l'époque, de ce que je me souviens, mais là il faudrait que je revoie la saison en question, je ne sais plus laquelle. Est-ce qu'il y en a par exemple sur leur régime religieux aurait dit, bah moi je n'en mange pas. Ce qui me semblerait, bah, c'est pareil, si on s'inscrit à ce jeu et qu'on se dit, moi il y a des trucs que je peux pas manger, alors vous allez me dire, il peut être assez rare qu'il y ait ce genre de produits qui circulent, mais ça pourrait arriver. Est-ce que les gens se diraient un peu comme a fait Fabrice, c'est-à-dire que je suis dans une situation dans laquelle je n'ai pas de choix véritable, même si en vrai c'est toi qui choisis de manger ou pas manger à la finalité. Mais est-ce que dans cette situation-là, dans cette configuration-là, tu te dirais je mange parce que je dois manger, je suis prêt à manger tout et n'importe quoi et je me suis inscrit en connaissance de cause, sinon comme je dis, bah, je serais resté chez moi et je n'aurais pas participé. On a eu parfois des candidats hein, qui refusaient de manger certaines choses, etc. Donc je dis ça, moi pour moi, vous avez un peu senti mon avis, je pense qu'on est dans une situation de survie dans laquelle on doit manger. Et donc, il a eu raison pour moi, et ça remet rien en cause de ses convictions chez lui, dans lequel il aurait le choix pléthorique de faire ses choix et de vivre sa vie normalement, etc., etc. Et pareil pour les convictions qu'on pourrait avoir ou autres. Pour moi, ça ne les entache absolument pas. Là, on est vraiment dans une configuration particulière dans laquelle tu n'as pas choisi cette configuration. C'est ça ou rien. Voilà. Je pose la question, j'attends vos avis en commentaire, respectueusement, mais voilà, juste pour savoir, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que vous êtes déjà projeté, par exemple pour ceux qui se sont déjà projetés, j'en sais rien, voilà, mais moi je serais prêt à manger tout et n'importe quoi. Je veux bouffer, j'ai faim, je mange. Voilà. Bouffez-le, souvenez-vous. Bouffez tout et n'importe quoi. On en est même là, hein, à ce niveau-là. Bref, reprenons nos moutons. Chez les jaunes, la discussion, avant de penser à qui on envoie, ils vont d'abord s'interroger sur qui on va choisir chez nous. Alors, ils pensent que les rouges vont choisir Charlotte, car Charlotte a l'air moins intégrée que les autres. Alors il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette déclaration, c'est comment l'équipe d'en face perçoit que Charlotte est moins intégrée. En fait, pour moi, il y a des choses que l'équipe d'en face peut percevoir. Quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui veut vraiment gagner, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui justement n'ira pas à la boule parce qu'il a ces trois critères-là et qu'il est égoïste, qu'il pense à lui, qui est un peu grande gueule, qui est un peu machin, peut-être quelqu'un d'un peu plus timide, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Quelqu'un qui est moins bien intégré dans des épreuves, c'est peut-être pas si évident. Alors parfois il y a eu ce qu'on appelle des recompositions d'équipes, c'est-à-dire les équipes sont recomposées, et donc certains se retrouvent de l'autre côté, donc ils peuvent transmettre les informations, et donc là on a une vision globale du jeu. Là c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas eu de recomposition de cette manière, donc... Alors bon, Emmanuel peut peut-être un peu jouer dans ce côté-là, mais Emmanuel n'est pas resté si longtemps que ça, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Bon, peu importe. En tout cas, ça m'a semblé un peu étonnant de me dire que ça leur paraît si évident que Charlotte n'a pas intégré. Ceci étant, Charlotte, factuellement, n'est pas très intégrée, en tout cas c'est ce qu'elle sous-entend, qu'en plus, elle même pas le sous-entend, elle le dit carrément, elle dit, franchement, si on était là au conseil, je pense qu'à mon avis, là, tous les garçons, vous auriez voté contre moi, et que... elle le dit très clairement, si jamais moi je vais là-bas, je vous le dis tout de suite, je fais pas à la boule, je préfère prévenir. Moi je préfère les gens qui promettent pas monts et merveilles pour pas décevoir. Je préfère, moi je trouve que c'est une attitude beaucoup plus, comment dire, ça provoquera une déception moins forte. Alors que si t'envoies quelqu'un qui te dit « Ah mais moi, jamais je mets un nom, je mets un nom, et je reviens, j'ai mis un nom », la déception est forte. Parce que t'es parti quand même une sorte d'assurance vie. Là, tu pars pas avec une assurance vie, donc tu auras quand même toujours ce côté de « il a pu mettre mon nom et il l'a dit ». Et la question après c'est est-ce que moi j'aurais mis un nom, est-ce que j'aurais pas mis un nom, etc. Bon ça c'est un éternel débat, pardon. Mais de ce côté-là, voilà, je me suis posé la question. Alors, de leur côté, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire nous? Parce que voilà, on a ça, on se dit nous ça va être Charlotte. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en face? Et alors ils vont partir sur une théorie. C'est, il faut qu'on mette une fille, comme ça il y aura deux filles, et les deux filles vont pouvoir se promettre, enfin l'une des deux filles va pouvoir promettre à l'autre de faire une stratégie de fille.
Voilà, ça c'est le projet, ça. Ça c'était le projet de base. Ça c'est des excellentes idées, ça. Ça, qu'est-ce que c'est formidable. Ma tête, vous auriez vu ça quand ils ont dit ça. J'étais comme ça, j'ai dit. Comme ça. Ma tête comme ça. Voilà. Je vais pas dire ce que j'en pense, évidemment, parce que sinon, on va finir encore nucléarisé sur Internet. Mais en tout cas, j'ai dit, c'est pas possible. Là, vraiment, en plus, limite, tu leur sous-entends que ça serait une piste explorable, etc. Enfin bref, allez, ne parlons pas, parce qu'encore une fois, mais là, je lui dis, mais c'est pas possible. Bref, ils se disent peut-être, faut mettre Cassandre. Alors pourquoi Cassandre? Parce que, en fait, j'ai trouvé que le raisonnement se tenait. Elle a trop tiré la boule noire. Donc déjà, elle pourrait la retirer, actuellement. Et en plus, eh ben, elle a peut-être pas profité de son aventure comme elle le pense, comme elle l'aimerait, et donc elle a pas envie de partir. Je trouve que ce raisonnement se tient particulièrement. Je sais pas si elle serait allée à la boule ou pas, je dis juste que c'est un raisonnement qui se tient. On va pas avoir de raisonnement tout de suite, on va pas avoir le choix tout de suite, on reviendra chez eux. Chez les rouges maintenant. Alors chez les rouges, eh ben en fait, ce qu'annonçaient les jaunes se produit, ils pensent qu'il faut choisir Charlotte ou Sophia. Alors, ils se disent en fait, les filles sont moins intégrées, donc il faut choisir entre les filles. Donc ils sont pas obligatoires. C'est pour ça que je vous disais, on peut pas voir en fait que Charlotte est moins intégrée, mais pour eux en fait, il leur paraît évident que les filles sont moins intégrées. Ce qui en dit long un peu sur la saison, je trouve d'ailleurs. Mais bon, parenthèse refermée. Charlotte ou Sophia. Bon. Et là, remarque que j'ai notée, c'est le camp donc des jaunes, des rouges, pardon, propose et dit si on choisit Charlotte ou Sophia et qu'on envoie quelqu'un de chez nous, il devra proposer à cette personne une alliance de filles aussi. Eh ben c'est bien, tout le monde est sur le même pied d'égalité, comme ça tout le monde a les mêmes idées. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes je vais pas parler. Non, je me parle pas, je me tais. Vaut mieux se taire des fois. Voilà, vaut mieux se taire. On sent qu'on va pas dire des choses sympathiques, donc on reste en arrière-plan et on reste comme ça. Voilà, très bien. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Eh ben très bien. Alors, donc. Hugo, lui, alors là... Alors on m'a corrigé un petit peu sur Twitter en me disant « Mais non, j'ai mal compris. » Ah non, non, j'ai pas mal compris là. Hein. Hugo, il pense à Ilyes. Alors pourquoi? Parce que Ilyes, lui, eh ben, il serait volontaire pour aller à la boule. Et qu'en fait, il dit « Si c'est moi qui suis choisi, par exemple Hugo est choisi, moi je vais aller à la boule, Ilyes va aller à la boule, comme ça on va à la boule. » Mais le but, c'est pas de choisir quelqu'un qui va aller obligatoirement à la boule. C'est de choisir quelqu'un qui va peut-être pas y aller. Qui va peut-être pas y aller. Là, Hugo, sa première réaction, c'est de se dire, on va peut-être me choisir, et dans cette config, j'ai envie de choisir quelqu'un qui va aller à la boule avec moi. Mais, si tu tiens sincèrement à aller à la boule, peu importe qui on te met en face, tu vas à la boule. C'est quoi ce raisonnement? Si tu veux vraiment aller à la boule, tu vas à la boule, la personne d'en face, elle va te proposer un nom. Si non, c'est la boule. Donc, en fait, si t'es persuadé, Hugo, que tu vas aller à la boule, tu vas à la boule. Tu vas à la boule. Parce que, en plus, ils disent, bah, Ilyes, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui, à mon avis, va pas vouloir se vendre, etc. Donc, en fait, j'ai pas compris le raisonnement d'Hugo. J'ai dit, mais ça n'a aucun intérêt. Si vraiment vous êtes persuadé d'aller à la boule, bah, en face, on s'en fout, en fait. Donc là, tu ruinerais l'occasion, peut-être, d'avoir quelqu'un avec qui discuter et peut-être de revoir sa position. Alors, ceci étant, choisir Ilyes, est-ce que j'aurais été d'accord ou pas d'accord? Pour moi, donc, ça me semblait débile, en tout cas, pour la raison invoquée. Maintenant, autre raison qui peut être invoquée, c'est le fait qu'il est passé sur l'île des bannis. Et donc, il est peut-être moins intégré que les autres. Alors ça, est-ce que c'est visible ou pas? C'est toujours pareil. Ça se voit. Est-ce que les filles ont l'air moins intégrées? Est-ce que Ilyes a l'air moins intégré? Je trouve pas qu'Ilyes, de visu comme ça, a l'air moins intégré. Déjà deux remarques. La première, c'est qu'il n'a pas été éliminé. Contrairement à Mélissa qui était arrivée, elle a été éliminée. Lui n'a pas été éliminé. Donc il y a quand même une indication assez forte qu'il a réussi potentiellement à s'intégrer. De plus, il a été vite estimé comme étant méritant. Je pense que les candidats ont vite remarqué qu'il était bon sur les épreuves. Donc je pense qu'ils ont dû se dire qu'il est quand même relativement intégré. Si jamais il se comporte pas mal et que c'est pas, voilà, qu'il n'est pas insupportable sur le camp, il y a des raisons de le garder. Donc je pense que cette raison-là fait qu'il ne faut pas choisir Ilyes. Plus du fait que peut-être, on ne sait pas, est-ce qu'il tiendrait parole, est-ce qu'il tiendrait pas parole. Mais en tout cas, le raisonnement d'Hugo, j'ai dit mais il en est quand même à son 3e Koh-Lanta. Il y a un raisonnement pareil. Qu'est-ce que tu veux faire? Nom de Dieu. Enfin bref. Bon, donc, évidemment, l'idée d'Hugo, elle est mise sur le bas-côté, évidemment, parce que les autres comprennent pas plus que moi, évidemment. Et donc, ils reviennent sur les deux propositions de base, les filles, et ils choisissent, alors un peu à la pièce levée, hein, voilà, c'est un peu, ça peut tomber sur Charlotte, ça peut tomber sur Sophia. Ils choisissent Sophia, je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais le raisonnement est le même. C'est une fille moins intégrée peut-être, donc on peut peut-être jouer sur le coup, et peut-être que Sophia voudra mettre un nom, et elle mettra un nom. On va voir. Du côté des jaunes, on revient chez les jaunes, et là, alors que donc ils étaient partis sur Cassandre, bon ok,
Et on suivait, je sais pas si vous avez suivi le Schmilblick, mais il disait on va envoyer une fille comme ça, on va proposer une stratégie de fille, etc. etc. Bon bah au final, ils envoient Gustin. Donc on met sur le côté la proposition précédente. Et parce que alors Jacques pense que il sera le plus facile à convaincre. Alors Fabrice lui a un autre postulat sur Gustin, c'est pas qu'il va être facile à convaincre, c'est qu'il dit Gustin, peut-être qu'ils ont remarqué qu'il parfois il a l'air un peu stone et pas super dynamique et pas super investi. Et Fabrice dit bah je pense que plutôt on devrait le garder comme nom à proposer. Pas l'envoyer aux ambassadeurs, mais le garder sous le coude pour que l'ambassadeur ou l'ambassadrice puisse proposer le nom de Gustin en disant Gustin il a l'air au bout du bout, il a l'air cramoisi. On le renvoie chez lui parce qu'il est moins méritant que nous tous, il est arrivé au bout. Tu vas pas sacrifier ton aventure alors que nous on est tous en pleine forme pour un Gustin qui a l'air un poil en dedans. Alors il a quand même fait des prestations correctes sur les épreuves, mais c'est vrai que nous, en tout cas quand on voit sur le camp, on se dit vraiment c'est une catastrophe. Est-ce que les candidats arrivent à percevoir ça? J'en sais rien. Ce qui fait que moi j'ai décidé tout de suite, j'ai dit, pour moi choisir Gustin, j'étais plutôt sur la ligne Fabrice. J'ai dit, moi je trouve que Fabrice, j'avais qu'une peur, Gustin pardon, j'avais qu'une peur, c'est que même il aille à la boule automatiquement. Ils disent en fait, moi j'étais pas loin d'abandonner, je suis même prêt à aller à la boule, peu importe ce qui se passe, je vais à la boule, et puis voilà. Limite je pars comme ça, je pars avec mon honneur. Vous voyez que je spoil parce que c'est ce qui va se produire. Et Gustin, moi ça me semble être un mauvais choix. Parce que pour moi il n'avait rien à perdre. Et en plus, je me dis, il a tout à gagner à la boule. Il revient, il a gagné l'estime de tout le monde, etc. C'est bien. Avoir mis un nom, je pense que c'est une mauvaise décision pour Gustin, pour son avenir dans le jeu. Donc pour moi, il fallait pas choisir Gustin. Je pense, peut-être choisir Cassandre aurait peut-être été un meilleur choix de mon point de vue. Au final, ils vont partir sur Gustin. Beaucoup de gens étaient assez convaincus. Je l'ai vu tout de suite sur Twitter parce que je me suis pris du sel. Gustin, il va pas aller à la boule. Et puis là, plan de coupe, on se retrouve de l'autre côté. Gustin qui témoigne et qui dit « Ah mais moi, alors évidemment avec son... Oh mais moi, je peux vous dire de façon certaine, je vais pas à la boule. Hein. » Voilà, avec un rythme extrêmement rapide, intense, on a hâte d'avoir l'information. Voilà, donc il va pas à la boule. En tout cas, il nous dit ça. Donc les gens de l'équipe l'ont mieux jugé que moi. Moi j'avoue quand je me trompe, hein, j'ai jamais de problème avec ça, je fais des reviews, donc j'interprète aussi ce que je peux interpréter, mais moi j'étais plutôt sur la ligne Fabrice. Je me serais gouré. Probablement. Mais bon. J'en reparle tout à l'heure. Là, à ce moment-là, un portrait de Gustin Sauvage. Vous le savez, un portrait un peu à la sauvage comme ça, c'est jamais bon signe. Donc le portrait de Gustin. Gustin, voilà. Son portrait est relativement classique. Il parle pas beaucoup plus vite que là. Il parle un peu plus tranquille, mais voilà. Parce que bon, il parle plus vite quand même. Hein, quand même. Parce que là, c'est difficile de parler plus doucement que ça. C'est pas possible. Oh, moi je pourrais passer insupportable plus si en plus je l'ai tweeté, j'ai dit oh, aux ambassadeurs c'est qu'il va parler comme ça là, peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, je sais pas combien de temps ça a duré. Oh là 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 là. Sophia, ça a dû être terrible. Enfin bref. À ce moment-là, Cassandre va chercher un collier d'immunité. Je me suis dit tiens, peut-être qu'ils vont. Peut-être qu'elle va trouver un collier juste avant de quitter l'île, ça peut être intéressant. Non. Il va y avoir la dégustation du riz pour terminer la journée. Un peu, on finit les réserves, bouffez-le. J'ai envie de dire, ils l'ont gagné. C'était un avantage, il faut l'utiliser. Surtout que là, ils arrivent dans la période individuelle. Donc, s'ils arrivent avec un peu plus de puissance, un peu plus de force parce qu'ils ont mieux mangé, etc., j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Denis en redonnera post-réunif, puisqu'ils n'ont pas tous équivalents, etc. Ils vont en redonner, je suis pas inquiet. Moi, je suis prêt à sacrifier mon courrier, il n'y a aucun problème. Donc, bouffez-le. Retenez-le, bouffez-le. Vous le dites chez vous, évidemment, comme tout le monde. Vous le dites chez vous. Hein, l'indice en bas de votre écran, c'est on va se retrouver. Voilà, donc moi pour moi, j'ai aucun problème avec ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Gustin, il se brosse les dents. Voilà, bon élément plus ou moins intéressant. Et là, une séquence qui à une certaine époque a fait la renommée d'un candidat, hein, Jacques. Nettoie la marmite. Ah oui, ça c'était les grandes époques de Flavio le Méritant. Si vous étiez, maintenant que j'ai 20 000 abonnés, hein, si vous aviez suivi les reviews à cette époque-là, on a fait des légendes hein, avec des gens qui nettoient la marmite pendant très longtemps. Là, ça va, ça a duré que quelques secondes. Preuve quand même qu'on a autre chose à remplir que des gens qui nettoient la marmite. C'est ce que je veux dire. Parce qu'à l'époque, c'était le cœur de l'épisode. C'était vraiment le cœur de l'épisode, c'était Flavio qui nettoie la marmite. Là, c'est juste un détail, tu vois, un détail de l'épisode. Quelle époque! On a fait des reviews de ça, ça existe sur la chaîne, on a survécu. Ah, on a survécu, hein. Oula! Bref,
les deux ambassadeurs partent avec leur bateau et ils vont se rencontrer pour délibérer. Le rendez-vous des ambassadeurs. Alors déjà, petit bémol de mon côté, alors je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé la première partie de l'épisode, j'ai trouvé que les ambassadeurs ont été assez courts. Et pour autant, on a vachement traîné dans l'épisode, on l'a fait traîner, etc. Je vais pas revenir sur ma vanne précédente sur la marmite, etc. Mais je trouve qu'on a un peu fait traîner et je pense que le prochain ça va être terrible. Mais là, au moins, il y avait quand même de quoi remplir. Ils vont se retrouver, je trouve qu'ils n'ont pas échangé énormément. On a eu des discussions parfois avec plus de punchline, plus de trucs intéressants. Là, globalement, je trouve que ça a été des ambassadeurs très plats. Voilà, pas très intéressant, il s'est pas dit grand chose. Donc Gustin arrive. Que va dire Gustin? Il dit, moi, c'est très simple, si je tire la boule, ce sera l'opportunité de rentrer chez moi la tête haute. Je suis fatigué, comme dirait Thomas Turel. Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a l'air fatigué, il parle à 2 à l'heure, hein, parce que ça ressemble à ça, hein, je tire la boule noire... Pourquoi je le fais avec l'accent du sud? Bon, en tout cas, si je tire la boule noire, hein, ça ressemble à ça. Si je tire la boule noire, et ben, on va se retrouver avec, moi je pars avec mon honneur, et comme ça, voilà, moi ça me convient. Je suis prêt à jouer mon aventure là-dessus, je reste, je pars. Même là encore, je parle à mon avis trop vite par rapport à lui. Il est fatigué. Et Sophia là, petite punchline des familles. Oui, bah c'est comme quand on a vu l'épreuve du radeau. Hein, tu veux encore une nouvelle fois abandonner. T'avais abandonné sur le radeau, t'abandonnes aujourd'hui. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Oulala, madame. Oula, c'était beau, belle fusillade. C'était propre, c'était net. Très beau tir. Les rouges quittent l'île pour information et ils vont chez les jaunes. Quand ils vont se rencontrer, ils vont se serrer dans les bras. Voilà, la tribu blanche va être créée. Avant de partir, Frédéric, avant la retrouvaille, Frédéric essaye, je trouve que c'est pas mal, hein, de se réconcilier avec Charlotte. C'est-à-dire que pour lui, il dit bah je veux pas qu'elle ait le sentiment qu'elle est la dernière roue du carrosse, même si c'est vrai, et donc on va essayer de rabibocher. Alors voilà, Charlotte elle est très drôle en interview parce qu'elle dit c'est pas la première fois que Frédéric revient en me disant mais non, ne t'inquiète pas, elle dit voilà, Frédéric, ça fait longtemps que ça dure la plaisanterie, à chaque fois il me dit ça, à chaque fois il revient, à chaque fois. Forcément ça marche de moins en moins. Je comprends que là il a besoin de moi parce que bah on est en nombre limité, donc il a besoin de mon vote, il a besoin que je gagne, il a besoin que je reste en tout cas à ses côtés. Mais je suis pas totalement convaincu, mais je dirais que ça va, machin, etc. Bref, ce que je peux dire quand même, c'est que Frédéric a au moins essayé de faire le premier pas, ce qui n'est pas non plus une tare, il a au moins essayé. Ça n'a pas eu l'air d'être particulièrement efficace. Par contre, Frédéric, en arrivant sur l'île, va se retrouver avec Hugo, et ils vont passer un pacte de non-agression pour dire on va se soutenir tous les deux. Si on entend nos noms prononcés, on se prévient. Même si on n'est pas dans la même équipe, même si machin, voilà, si on peut essayer d'arriver au bout tous les deux parce qu'on est des légendes et que on sait que notre position elle peut être plus difficile, on essaie de se soutenir. Hugo est assez d'accord avec ça. Et donc tous les deux semblent tisser une sorte de pacte. Alors est-ce que ça sera aussi fort que le pacte Amri-Meissa qui je rappelle était deux aventuriers de deux équipes différentes? On verra, parce que Amri-Meissa ce qui était fort c'est que surtout c'était pas aussi peut-être visible. Là est-ce que la connivence entre les deux anciens, les deux leaders et deux anciennes légendes, en tout cas deux personnes qui reviennent, est peut-être plus évidente et donc plus difficile à cacher dans le jeu, à voir si évidemment les joueurs joueront mieux que ça. À ce moment-là, pour info, Sophia ne veut donner aucun nom et elle va demander la boule. Gustin, il n'a pas proposé de nom particulièrement. Je trouve pas qu'il y a eu énormément de pistes explorées, hein. En tout cas, au montage qu'ils ont gardé, j'ai pas trouvé qu'ils avaient proposé des noms particuliers. Ouais, ils ont un peu parlé d'Emmanuel. Voilà, pour dire, Emmanuel, elle est partie, elle est revenue chez vous, etc. Elle a fait l'île maudite. En vrai, tu peux voter contre elle, c'est pas si dérangeant, etc., etc. Mais voilà, il n'y a pas eu énormément. Des fois, il y a plein de noms proposés, plein de propositions. Là, au montage, ils n'ont pas gardé grand-chose, ils ont juste gardé le nom d'Emmanuel. Donc je me suis dit, c'est simple, ça va être soit Emmanuel, soit le boulevard. Ça va être très simple. Parce qu'il n'y a pas tellement de noms. Je m'attendais pas à avoir un truc improbable sortir. Voilà, et donc, Denis arrive avec les boules.
Sophia, alors là, bon, il y a beaucoup de débats, c'est à qui on donne la parole en premier. Bon bah, Sophia récupère la parole en premier, elle dit bah moi... alors en plus, je trouve qu'elle a fait une super formule, parce qu'elle dit moi je veux bien y aller si Gustin veut y aller. Tu vois, il y a un peu cette idée de j'ai dit que je veux y aller, mais tout en sous-entendant que ma réponse est dépendante à celle de Gustin, et j'ai trouvé que la formule était plutôt jolie. Gustin un peu au pied du mur, parce que vraiment il est allé au bout. Je trouve que franchement il est allé au bout, on peut pas lui reprocher. Même si je trouve qu'il a pas proposé grand chose, quoi. Je veux dire, pour moi il a rien, mais bon, il est tellement stone, qu'est-ce que tu veux qu'il propose? Mais bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Et donc bah Gustin à ce moment là il dit bon bah j'ai tranché. Et donc je mets Emmanuel. En fait il a pas dit j'ai tranché et je vais à la boule, non c'est j'ai tranché, je mets Emmanuel. Et elle dit bah donc Denis se retourne, il fait Sophia ça vous va? Ah, bah, moi ça me va. Et puis hop on rentre chez nous et puis boum c'est terminé. Et donc quand ils arrivent évidemment sur l'île, il révèle à Emmanuel qu'elle s'en va. Elle s'en doutait un peu je pense. Et je trouve, même si Emmanuel fait bonne figure, comme je l'ai dit, Gustin n'ayant pas promis Monts et Merveilles en disant moi je mets aucun nom etc. Le choc est certainement un peu moins rude. Alors il est rude quand même parce que c'est émouvant, parce que c'est difficile, parce que surtout franchement perdre à cet endroit-là de l'aventure c'est terrible. Mais alors, elle sera la première membre du jury final d'ailleurs. Mais petite parenthèse, moi qui aime beaucoup Koh Lanta, qui adore ce programme, quand tu pars aux ambassadeurs, bah entre guillemets tu y es pour rien, voilà, ton choix il a été donné. On se souvient en plus de grands départs des ambassadeurs, donc ça veut pas dire que ça veut dire que tu resteras aussi un peu d'une certaine manière dans les mémoires, même si ces ambassadeurs n'ont pas été particulièrement iconiques de mon point de vue, je parle bien. D'ailleurs à ce moment-là, donc on a le portrait de Sophia. Juste après, hein, qu'on découvre que... Donc c'est-à-dire que ça donnait pas d'indication, parce que je me suis dit, si on nous avait donné le portrait de Sophia avant qu'ils arrivent, alors là je me serais dit, oulala, c'est pas bon. Mais là, non. Alors, le portrait de Sophia, il peut faire vraiment parler, hein, puisque en fait, elle a été élevée dans une famille où elle sous-entend en gros que la place de la femme, et je vais pas finir ma phrase parce que c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais en gros, vous voyez le concept, et que justement, ça lui a donné envie d'aller contre un peu cette éducation qu'elle a eue, et elle est devenue coach sportif pour femmes, elle est même devenue gendarme, réserviste, etc., etc. Je trouvais que c'était un portrait assez riche, assez intéressant, qui peut la faire aimer ou pas aimer par des gens, mais moi j'ai trouvé que c'était un portrait en tout cas qui donnait envie de s'intéresser à cette personne qu'on connaissait très peu jusqu'à ce moment-là. Je vous parle même pas de à ce moment-là, quand Emmanuel va partir, il y a Maud qui va s'exprimer. Maud, c'est incroyable, la semaine dernière je l'avais à peine vue et là on l'a juste vue à ce moment-là. On l'a pas vue de l'épisode, on l'a pas vue s'exprimer sur le choix des ambassadeurs, on l'a pas vue sur l'épreuve même d'ailleurs. J'ai quasiment pas vu, c'est incroyable. Elle est en train de faire une saison mais fantomatique. Il y a des gens qui disent Sophia, j'ai vu des gens qui ont dit Maxime aussi. Maxime on le voit plus, hein. Maxime on le voit beaucoup plus. Là, Maud c'est... Oh Maud elle apparaît, c'est un Pokémon. Pokémon légendaire à ce niveau-là, hein. Oh là là, incroyable. Bon, peu importe. Et donc, Emmanuel s'en va. Elle est venue être récupérée par Denis. Et voilà. Moi, je comprends. Moi, honnêtement, je comprends le choix de Gustin. Même si, comme je vous l'ai dit, il avait tellement l'air au bout du rouleau que j'aurais pas été surpris que sa stratégie qu'il a annoncée, pour moi, aurait pu marcher. Mais j'ai l'impression que Sophia avait envie d'aller à la boule. Est-ce qu'elle voulait vraiment y aller? Parce qu'elle n'a pas répondu vraiment à cette question. J'ai eu l'impression qu'elle voulait vraiment aller à la boule. C'est le sentiment que j'ai eu. Et que, voilà, elle n'avait pas envie de mettre un nom, et qu'il y a un peu ce côté honneur qu'elle ressort, parce qu'elle voulait montrer à sa famille, etc. Donc je pense qu'elle n'aurait pas mis de nom. Et Gustin met un nom, et lui nous avait annoncé qu'il voudrait mettre un nom. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que l'approche de Gustin, perso, si j'avais été quelqu'un peut-être de moins... voilà, qui ne veut pas du tout aller à la boule, je sais pas, Gustin ça aurait peut-être réussi à me persuader, parce que, comme je vous le disais, moi cet argument de j'ai envie presque d'abandonner, vu ce que je voyais du personnage, mais forcément on a toutes les infos donc c'est plus facile à percevoir, mais j'ai l'impression que ça se percevait quand même de l'autre côté de l'équipe, pouvait être un peu inquiétant, en tout cas de mon point de vue. Et donc Emmanuel s'en va, et puis voilà, l'épisode s'arrête là-dessus. Bon, la review doit être un peu plus courte que d'habitude, mais c'est tant mieux, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous auriez choisi comme ambassadeur, dites-moi, est-ce que vous auriez choisi celle-là, voilà, est-ce que vous auriez choisi Sophia et Gustin, ou est-ce que vous auriez fait un autre choix, voilà, en tout cas, je trouve que c'est des ambassadeurs qui sont beaucoup moins iconiques que d'autres ambassadeurs, il y a moins de drama, moins de trucs, etc., donc je demande pas du drama à chaque fois. Là, c'est vrai que c'est un épisode des ambassadeurs qui ne restera pas dans les mémoires, qui n'a donné, je trouve, aucun moment d'éclat particulier, à part la petite rafale de Sophia sur notre ami Gustin, sur son abandon dans les radeaux. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas, voilà, pas des ambassadeurs inoubliables, en tout cas de mon point de vue. C'est plutôt assez oubliable.
sans avoir passé un mauvais moment pour autant, parce que déjà, rien que la première épreuve m'avait déjà extrêmement comblé, elle était super. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre au soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!